Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au bulletin de nouvelles Max Info du 22 avril 2015. En manchette cette semaine, 140 000 $ pour la maison L'Essentiel, fermeture du point de service de la Caisse des Jardins à Mont-Saint-Pierre, stimuler le maintien d'emploi grâce aux produits locaux, Alexandre Cloutier, candidat à la direction du Parti québécois en tournée en Gaspésie, et modernisation de la tarification pour la chasse, la pêche et le piégeage. Bonne émission. La Maison L'Essentiel a reçu un appui financier important qui permettra la poursuite des travaux de construction et d'aménagement. Les récentes annonces permettent de franchir une nouvelle étape en vue de l'ouverture qui est très attendue par la population de la région. Les membres du conseil d'administration de la Maison L'Essentiel située à Gros-Morne avaient 140 000 bonnes raisons de se réjouir avec deux récentes annonces d'aide financière qui contribueront à poursuivre les travaux d'aménagement déjà amorcés. En effet, l'organisme a obtenu la confirmation d'une aide financière de 70 000 $ provenant du Fonds d'aide aux initiatives régionales, ainsi qu'une aide financière supplémentaire de 70 000 $ provenant du Fonds conjoncturel du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau. Le député de la circonscription de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre, était d'ailleurs de passage à l'hôtel de ville de Saint-Maxime-du-Mont-Louis afin de rencontrer des porte-paroles de l'organisme et remettre le chèque au nom du ministre Moreau. Visiblement heureux de cet appui, les représentants de la Maison L'Essentiel ont souligné que l'organisme pourra terminer les travaux de construction dès l'été prochain. Rencontré sur place, le député Gaétan Lelièvre a souligné l'importance que ce projet avait pour la région et a réitéré son appui au projet. Il a également confirmé qu'il continuerait à accompagner l'organisme dans la recherche du financement nécessaire pour compléter la mise en place du projet. Bien, c'est une subvention qui a été accordée par le gouvernement, par le ministre des Affaires municipales. Et ça me faisait plaisir en son nom de remettre une aide financière, une subvention non remboursable de 70 000 $ pour la Maison L'Essentiel. Fait que ça va permettre de contribuer à l'élaboration du montage financier. On sait que c'est un projet d'au-delà de 500 000 $ en deux phases, puis le comité travaille extrêmement fort depuis plusieurs années. Fait que c'est un pas dans la bonne direction, puis on va continuer à travailler pour tenter de boucler le budget, parce qu'il manque encore des sous, c'est sûr, mais je pense que c'est quand même une somme qui est intéressante. Le comité, je pense, est heureux de voir que le dossier progresse, puis moi, comme député, je vais continuer à mettre de la pression et à travailler avec l'ensemble des différents ministres impliqués dans le dossier là, pour essayer de réaliser le projet le plus rapidement possible. C'est un projet qui est important dans le milieu, très important. Justement, pourquoi c'est important pour vous, ce projet-là, ici? Bien, c'est important parce que, vous savez, c'est un des défis, la ruralité, là, le monde rural, de plus en plus. On se sent un peu isolé, puis on se sent un peu négligé par, je dirais, l'absence des services, puis le retrait, puis la centralisation des services à différentes échelles. Fait que moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce projet-là, quand je suis arrivé en politique en 2012, c'est un secteur de la MRC, l'Est, qui a besoin de services essentiels, puis le nom du projet le reflète bien. On parle de services au niveau des jeunes, au niveau de la santé, on parle d'une dentisterie, on parle d'une salle de studio d'entraînement. Donc, il y a plusieurs clientèles qui vont trouver ces services nécessaires là-dedans. C'est de la mise en commun. Ça, c'est intéressant. Plutôt qu'avoir chacun nos services de façon séparée, distincte, avec chacun des coûts séparés, bien là, on a choisi de travailler ensemble. Ça, c'est un gage là, de succès. Fait que moi, je trouve que c'est une belle initiative, puis que les gens de Gros-Morne, de Mont-Louis qui ont travaillé sur ce dossier-là, ils ont une belle approche. Puis la communauté s'est mise de l'avant. La MRC est au rendez-vous aussi. On a plusieurs partenaires financiers. C'est la façon de faire. Puis encore là, ça va rendre service en bout de ligne. Là, ultimement, moi, comme député, ce que je trouve là, très important, c'est que c'est un service qui est axé pour les gens du milieu. Puis ça, quand on travaille pour les gens du milieu, on ne se trompe pas bien. Puis il y a des besoins, ils sont reconnus. Puis ça va être une façon originale de trouver une façon de répondre aux besoins du coin ici. Puis ce qu'on veut, c'est garder nos jeunes, c'est garder nos personnes âgées, c'est que l'ensemble des familles puissent trouver une qualité de vie pour continuer à habiter notre territoire. On regarde les statistiques, là, encore récemment, on avait les nouvelles statistiques qui sortaient, puis la Gaspésie perd encore là, plusieurs centaines de personnes, là, malheureusement, dans le dernier recensement. Bien, si on veut contribuer à maintenir nos gens sur place, autant nos aînés que nos jeunes,
Puis les moins jeunes, ben il faut avoir des services de proximité qu'on appelle. On ne peut pas rester dans une communauté si à un moment donné, les services de base ne sont plus présents. Puis c'est le défi là, de plusieurs régions rurales là, à travers le Québec, mais en Gaspésie, on est très fortement, là, je dirais, menacé présentement. Puis il faut qu'on trouve des solutions comme ça en mettant en commun plusieurs services. Là, c'est une bonne solution. La Maison L'Essentiel vise à créer un centre de services communautaires pour répondre aux besoins des citoyens du secteur de l'Est de la MRC. Les instigateurs du projet souhaitent créer un milieu rassembleur pour tous les membres de la famille, ainsi qu'un lieu d'échange, de discussion et d'activités sociales, culturelles et artistiques. La Maison L'Essentiel regroupera plusieurs organismes et offrira différents services communautaires, tels qu'une cuisine collective, un centre de documentation, un centre d'entraînement et un centre de pédiatrie sociale. Pour les responsables de l'organisme, ce type d'infrastructure est des plus nécessaires pour favoriser le développement social et le mieux-être de la population de la région. Le 9 avril dernier, la Caisse des Jardins Marais-Montagne a convoqué ses membres à une rencontre spéciale sur l'avenir du point de service de Mont-Saint-Pierre. Dès le début de la rencontre, la direction de la Caisse des Jardins Marais-Montagne a annoncé que le point de service de Mont-Saint-Pierre fermerait ses portes le 5 juin prochain. Une cinquantaine de personnes se sont déplacées afin d'assister à une séance d'information portant sur l'avenir du point de service de la Caisse des Jardins Marais-Montagne à Mont-Saint-Pierre. La rencontre avait comme principal objectif d'informer les membres de la décision prise par le conseil d'administration de procéder à la fermeture du point de service de Mont-Saint-Pierre le 5 juin prochain. La présidente du conseil d'administration, Mme Annie P. Bélanger, et le directeur général de la Caisse des Jardins Marais-Montagne, M. Gilles Richard, souhaitaient également discuter avec les membres afin de mettre en place des mesures qui atténueraient les impacts de la fermeture du point de service. La présidente a expliqué que la Caisse des Jardins Marais-Montagne était confrontée à des défis de taille, notamment au niveau de la démographie, mais également au niveau de l'évolution des habitudes de consommation de services financiers par la population. Dans un contexte où la Caisse des Jardins doit lutter pour demeurer compétitive face aux autres institutions financières, il était nécessaire pour les administrateurs de la Caisse de prendre une décision difficile dans l'intérêt de tous les 5 122 membres de la Caisse Marais-Montagne. La présidente du conseil d'administration a également précisé que la décision de fermer le point de service de Mont-Saint-Pierre n'avait pas été prise de gaieté de cœur et était le fruit d'un important travail de réflexion de la part des membres du conseil d'administration de la Caisse. La décision de fermer le point de service est d'ailleurs une décision unanime de la part du conseil d'administration. Le directeur général de la Caisse des Jardins Marais-Montagne, M. Gilles Richard, a expliqué que le maintien du point de service de Mont-Saint-Pierre coûtait approximativement 90 000 $ annuellement. Depuis quelques années, la Caisse enregistre une baisse constante des transactions effectuées au comptoir de Mont-Saint-Pierre. L'achalandage à la baisse fait en sorte que les coûts de transaction au comptoir, en fonction des coûts d'opération du point de service, s'élèvent actuellement à 10 $. La différence entre les coûts réels des transactions et les coûts payés par les membres est donc assumée par l'ensemble des membres du réseau de la Caisse des Jardins Marais-Montagne. Dans un tel contexte, il était donc nécessaire pour la Caisse de prendre une décision difficile afin d'assurer la survie et la continuité de service sur le territoire. Les personnes présentes ont exprimé leur insatisfaction et inquiétude en lien avec la décision des administrateurs de la Caisse. Plusieurs personnes ont dénoncé le fait d'être contraints de se rendre à la Caisse de Mont-Louis pour avoir accès aux services. Cette situation a encore plus d'impact pour les personnes âgées qui sont peu mobiles et qui n'utilisent pas les services en ligne de la Caisse des Jardins. La direction de la Caisse Marais-Montagne s'est dit ouverte à la mise en place de solutions pour atténuer les impacts et favoriser une transition vers le point de service de Mont-Louis. Le directeur général a d'ailleurs précisé que la Caisse évaluait la possibilité de prendre une entente avec un transporteur et d'offrir un service de navette vers la Caisse de Mont-Louis. Dans le cadre d'une vaste campagne régionale, l'Association Gaspésie Gourmande souhaite encourager les consommateurs à ajouter des produits locaux à leur panier d'épicerie. Sous le thème « Mettez la Gaspésie dans votre panier », la campagne vise à démontrer les effets positifs de l'achat de produits locaux sur l'économie et l'emploi en région. Alors que la Gaspésie traverse une situation économique que plusieurs considèrent incertaine, l'Association Gaspésie Gourmande s'est donné comme objectif de valoriser les entreprises du secteur bioalimentaire de la région.
Pour Gaspésie gourmande, la consommation de produits régionaux a un impact direct sur le maintien des emplois existants et la création de nouveaux emplois en Gaspésie. Cathy Jalbert de Gaspésie gourmande explique comment un simple geste de la part des consommateurs peut faire une réelle différence pour de nombreux travailleurs et travailleuses de ce secteur. Alors, je vous dirais dans un premier temps que consommer local, c'est un choix logique pour plusieurs raisons. Je vous en nomme quelques-unes. Alors, d'abord et avant tout, consommer local, ça crée des retombées économiques importantes. Donc, si on considère qu'il y a environ 40 000 ménages en Gaspésie, si on fait un petit calcul rapide, que chacun d'eux, achète 5 $ de plus de produits qui viennent de la Gaspésie à chaque semaine, donc fois 52 semaines, on s'aperçoit que l'impact peut vraiment être significatif. On parle de plus de 10 millions. Donc, pour les retombées économiques, c'est très, très significatif. On parle aussi de création d'emplois, donc, encore une fois, très logique. Si on consomme plus, on contribue aussi à un plus gros volume de production. Donc, nécessairement, il y aura de nouveaux emplois rattachés à ça et même de nouvelles entreprises agroalimentaires. Et du coup, on participe aussi comme consommateur à dynamiser notre territoire puis notre autonomie alimentaire. En plus de jouer un rôle important au niveau de l'emploi en région, les entreprises du secteur agroalimentaire et les produits locaux sont devenus au cours des dernières années des éléments d'attraction pour le tourisme. Cathy Jalbert souligne que de plus en plus de visiteurs ne se déplacent plus uniquement en région pour voir la Gaspésie, mais également pour y goûter. Au niveau touristique, la tendance est là depuis déjà quelques années. C'est une grosse tendance lourde dans l'industrie. On a même créé un type de tourisme pour les produits locaux. On appelle ça le tourisme gourmand. Nous, à Gaspésie gourmande, on a créé d'ailleurs une route gourmande pour en faire la promotion. Donc, au niveau touristique, c'est vraiment un must, c'est vraiment un incontournable pour les visiteurs de goûter aux produits et aux mets locaux. Ce qui contribue aussi à augmenter les ventes là, pour les producteurs durant la saison estivale. En épicerie, les consommateurs sont aussi de plus en plus soucieux de la provenance de leurs produits. Il y a beaucoup d'émissions de télévision qu'on peut voir. Il y a différentes nouvelles qui sortent à ce sujet-là. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, d'impact positif sur l'économie locale. Donc, oui, les gens sont de plus en plus sensibilisés à l'achat local. Puis en épicerie, on voit aussi que les épiciers s'adaptent à cette tendance-là et mettent en valeur les produits, que ce soit là, en étagère ou ils mettent là, vraiment en valeur les producteurs d'ici. La stratégie mise de l'avant par Gaspésie gourmande débutera avec une campagne de communication qui mettra l'emphase sur le secteur bioalimentaire pour l'économie de la Gaspésie. Intitulée « Mettez la Gaspésie dans votre panier », la campagne vise à rappeler qu'intégrer quelques produits d'ici, c'est maintenir plusieurs emplois d'ici. D'abord, juste rappeler que c'est vraiment une campagne de communication, donc cette stratégie-là est en place pour sensibiliser justement le consommateur à mettre plus de produits dans leur panier. Le slogan, c'est « Mettez la Gaspésie dans votre panier », donc très très logique comme citation. Et puis, on a fourni à chaque épicier qui sont complices, donc on a une dizaine autour de la Gaspésie. On a fourni des vinyles de plancher de 3,5 mètres de diamètre, de pied, c'est-à-dire, donc, vous allez voir là, devant les présentoirs de produits régionaux une belle pastille au sol qui va capter l'œil du consommateur pour l'inciter à acheter local. Et puis, sur chacun des paniers également, on a fait faire des petites affiches qui dit là, sur l'affiche intégrée quelques produits d'ici, c'est maintenir plusieurs emplois ici. Donc, tout au long de l'épicerie, le consommateur va pouvoir avoir ce slogan-là devant les yeux pour l'inciter à mettre davantage de produits dans son panier, encore une fois. Gaspésie gourmande a pour mandat de favoriser le rayonnement gastronomique de la Gaspésie. Son travail quotidien de promotion et de soutien à la mise en marché des produits contribue à l'essor de quelques 150 entreprises, dont 67 membres producteurs et transformateurs de produits agricoles, marins et forestiers, et 83 membres complices, soit des commerces, restaurants et gîtes qui vendent ou servent ces produits.
Le candidat à la direction du Parti québécois et député de Lac-Saint-Jean, M. Alexandre Cloutier, était de passage dans la région dans le cadre d'une tournée de la Gaspésie. Accompagné par le député de la circonscription de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre, le candidat a rencontré plusieurs militants afin de discuter des enjeux qui préoccupent la population de la région. Télé-Soleil a eu l'opportunité de s'entretenir avec Alexandre Cloutier lors de son passage à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Voici l'entrevue que nous avons réalisée avec lui. Nous sommes en compagnie de M. Alexandre Cloutier, qui est l'un des 5 candidats à la course à la chefferie du Parti québécois, qui est également député de Lac-Saint-Jean et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice et de communauté nordique. Bonjour, M. Cloutier. Allô, bonjour. Vous avez passé la fin de semaine en Gaspésie, une grande tournée. Il y a pire place pour passer une fin de semaine. On est d'accord. Ouais. Ça aurait été mieux encore si on avait fait 2 semaines en Gaspésie puis que la pêche avait été ouverte. Ah, ben oui. Ça aurait été parfait. Ça, il aurait fallu prévoir ça avec l'échéancier. Fait que ça sent La course. le saumon sent. Oui. Vous avez un horaire chargé, assurément. Là, vous avez vos responsabilités de député, vos responsabilités parlementaires. Le premier tour du vote pour la direction s'en vient d'ici 3 semaines. Pourquoi c'est important pour vous de prendre une fin de semaine complète en Gaspésie? Ben d'abord, j'ai eu le premier appui que j'ai reçu, c'est du député de Gaspé. Et le minimum, c'est non seulement venir voir mon ami Gaétan, mais c'est surtout venir voir les militants du Parti québécois dans la grande région de la Gaspésie et de prendre le temps d'échanger avec les intervenants du milieu pour bien comprendre en profondeur les principales préoccupations. Mais en même temps, c'est sûr que je me sens un peu chez nous parce que, veux pas, quand tu es député d'une région, ben, les enjeux qui sont discutés ici sont des enjeux en quelque sorte un peu similaires parce que, inévitablement, on retrouve des préoccupations que j'ai à la fois chez moi puis ici en Gaspésie. Justement, vous avez rencontré plusieurs militants, probablement des représentants d'organismes. Quel est le message qu'on vous a adressé lors de ces rencontres? Ben, moi, je vous dirais, c'est l'économie, c'est l'emploi, mais c'est beaucoup la démographie. Les régions sont vieillissantes partout au Québec. Puis moi, je dis, il faut donner un coup de barre. À un moment donné, là, on peut pas juste laisser ça aller. Il faut que les jeunes choisissent les régions. Puis pour moi, ça passe beaucoup par l'éducation. Puis c'est pas normal qu'on ait le cégep à Gaspé, à Matane, à Rimouski, au Lac-Saint-Jean, à Roberval, qui soient des cégeps qui soient à moitié pleins. Tu as une capacité d'accueil, je sais pas, 1500 élèves à Gaspé. Bien, ça prend 1500 élèves à Gaspé. Alors moi, ce que je ferais, c'est que j'offrirais des bourses à nos étudiants pour que s'ils décident d'aller étudier à Gaspé, en bas de course, ça leur coûte pas plus cher. Puis que, imaginez-vous le dynamisme que ça créerait dans les milieux si juste par nos écoles, on mettait du monde dedans. Ça coûte cher, là. Quand tu construis des nouveaux complexes en banlieue des grands centres, puis pendant ce temps-là, tu as des institutions qui n'ont pas de monde dedans, bien, tu payes en double. Puis ça, c'est pas logique. Fait que l'inversion de la pyramide des âges, puis le retour des jeunes en région, c'est fondamental. Ensuite, la politique nationale du transport, qu'on ait des transports dignes de ce nom, et que si on veut prendre un avion, bien, que ça ne coûte pas 1000$. Il n'y a personne, en tout cas, moi, dans mon entourage, je ne connais pas grand monde qui sont capables de payer 1000$ pour aller en ville. Il faut que ça soit accessible, ça nous prend une vision québécoise de ça. Puis ensuite, la concertation. Pas drôle, là, ce qui est en train d'arriver. Comment voulez-vous qu'une région se prenne en main s'il n'y a même plus de place pour dialoguer puis identifier nos priorités par la concertation? Puis là, c'est ça qu'on est en train de faire. Là. On est en train d'abolir nos CRE. Il n'y aura plus de lieu pour identifier nos priorités régionales. Ça n'a juste pas de bon sens. Puis du développement économique, bien, avec les CLD, au moins, on avait un peu d'argent pour aider à l'entrepreneuriat. Pas drôle, là. On retourne en arrière. Et puis, je vous parie qu'on va être obligé de tout recréer. C'est drôle, hein, c'est le même nom. Mais on va être obligé de créer à nouveau. C'est une fameuse CRE qui était notre lieu de concertation. Ouais. Justement, la Gaspésie a été durement touchée là, par les récentes annonces là, de rigueur budgétaire. Notre député nous dit souvent que la Gaspésie a un peu moins de chair autour de l'os. Ça nous touche beaucoup plus, les mesures mur à mur. Ce qui fait que finalement, les gens se sont levés, les gens ont dénoncé. Et d'autres personnes dans les milieux urbains, comme des animateurs de radio, ont comme dénoncé la situation. Est-ce que c'est possible de remettre la Gaspésie à sa juste place et donner sa juste place au sein du Québec et de réussir à enlever l'espèce d'impression qu'on est un enfant à charge plutôt qu'on est une richesse? Bien, c'est clair qu'on est une richesse, mais là, le gouvernement
ramasse des sous, tu sais. C'est bizarre, on est en train de demander aux plus pauvres d'en donner encore plus, alors qu'il y en a de l'argent. C'est juste une question de choix puis de redéploiement pour la richesse québécoise. Là. Moi, j'ai proposé d'aller chercher un 500 millions dans les poches des banques. Les banques, là, ils ont fait 40 000 millions de profits l'année passée. Bien, si on allait chercher, comme je le propose, une taxe sur les banques, c'est un 500 millions qu'on pourrait redonner à notre monde au lieu d'arrêter de faire saigner les gens comme on le fait présentement. Si on parle au niveau des appuis que vous avez reçus, vous avez eu Véronique Yvon qui a été au cœur là, de tous les travaux l'entourant l'adoption de la loi 52 sur les soins de fin de vie. Ça nécessitait 4 ans de travail, un large consensus au sein de l'Assemblée nationale. François Gendron, le doyen de l'Assemblée nationale, le député probablement le plus respecté, il est également vice-premier ministre. Gaétan Lelièvre, notre député ici, qui était ministre des régions. Est-ce que vous avez l'impression que ces députés-là ont même dénoncé là, souvent tout le cynisme puis les relations tendues à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous ont choisi parce que vous êtes le candidat qui est capable de ramener un peu un dialogue plus sain à l'Assemblée nationale, qui est capable de mettre fin au cynisme? Bien, en partie, sûrement. Effectivement, la caractéristique qu'ils ont tous en commun, je dirais, c'est l'authenticité. Parler vrai. Vous savez que Gaétan, c'est pas le genre de gars qui a une langue de bois. Mais invitez François Gendron en entrevue, vous allez voir qu'il est capable de parler aussi. Ouais. Même chose avec des Véronique Yvon, qui sont des gens qui sont très naturels, très francs, très intègres dans leur démarche. Puis pour moi, évidemment, c'est un grand honneur, mais ça en dit long, je pense, sur le choix qu'ils ont fait. Ils ont suivi leurs convictions, pas par intérêt. Gaétan Lelièvre a appuyé Alexandre Cloutier. J'étais à peu près à 0% quand il m'a appuyé. Fait que le gars, il l'a fait par conviction. Puis, on l'a d'ailleurs en enregistrement, ça. Ah oui, c'est vrai. OK. On ne peut pas parler de course à chefferie, course à la direction du Parti québécois sans parler d'indépendance du Québec. Chaque chef, chaque premier ministre a eu sa stratégie. C'est pratiquement impossible de faire un consensus là, au sein des forces souverainistes. Souvent, le Parti québécois s'est fait reprocher de favoriser, de choisir de gouverner plutôt que de faire l'indépendance. Comment allez-vous aborder le titre de chef de parti si jamais vous êtes élu par les membres? Comment vous allez aborder la question souverainiste, l'indépendance? Est-ce que vous allez être en mesure de rassembler les forces souverainistes? Bien, il faut. On ne peut pas continuer à être divisé entre nous. Ça n'a juste aucun bon sens. On chicane entre nous autres, entre lequel qui est le plus indépendantiste. Combien de personnes en faisant ça? En fait, il faut avoir 3 millions de Québécois pour gagner. Puis on a eu 1 million à la dernière élection. Alors, il faut se rappeler de l'ampleur de la tâche que nous avons à faire. Puis pour ça, il faut tendre la main à toutes les formations puis créer un espace de dialogue qui est neutre. Un espace de dialogue qui va permettre à tout le monde, justement, de s'exprimer. Et à partir de là, on va identifier les troncs communs qu'on a ensemble. On a réussi le PQ par le passé, à l'époque, avec la Fondation, avec l'ADQ durant le référendum. Pas de raison qu'on ne réussisse pas à nouveau. Ça va aussi dans l'attitude. Moi, j'ai une attitude, justement, où je dis... recommençons à travailler tous ensemble. Moi, je crois profondément, puis je pense qu'on peut y arriver. Je propose une approche qui est bien de son époque, avec un registre d'1 million de personnes pour se mettre en mouvement, pour créer un élan populaire, pour en bas de course aller chercher le 3 millions qu'on a besoin. Lors du scrutin de 2012, dans un contexte où le gouvernement de Jean Charest avait atteint des taux historiques d'insatisfaction, il y avait plusieurs allégations de corruption qui ont touché de nombreux de ses ministres. Les gens étaient dans la rue. On a vu des manifestations là, qui jamais on avait vues avant, ou pratiquement, en tout cas depuis longtemps. Le Parti québécois a réussi à faire élire le nombre de juste 4 députés de plus, ce qui a donné un gouvernement minoritaire en 2014, après 18 mois, qui, somme toute, avait été quand même bonne pour un premier gouvernement. Vous avez perdu le pouvoir et vous vous retrouvez là, relégué à 30 députés dans un gouvernement minoritaire. La base électorale du Parti libéral semble inébranlable, peu importe ce qui se passe. Comment un Parti québécois, avec Alexandre Cloutier à sa tête, va être capable de renverser cette tendance-là, puis de faire en sorte qu'un gouvernement du Parti québécois majoritaire peut être possible? Bien, je vous dirais que je suis bien parti, parce que je réussis justement à aller chercher des gens qui, pour toutes sortes de raisons, nous avaient quittés. Depuis le début de cette course-là, je ne suis pas juste allé chercher des membres de d'autres formations politiques, je vais carrément chercher des anciens candidats. J'ai des anciens candidats de Québec solidaire qui m'appuient, des anciens candidats de la Coalition Avenir Québec qui m'appuient, des anciens candidats du Parti vert qui m'appuient.
Puis, de toute évidence, je suis de plus en plus... j'ai de plus en plus de gens dans la population qui m'écrivent en disant, ben moi, j'étais pas membre d'une formation politique, mais là, je recommence à y croire. Puis du monde qui avait carrément jamais été membre, comme un gars comme Louis-Jean Cormier, qui m'appelle, puis qui me dit, moi, Alexandre, j'ai envie cette fois-ci de m'investir. J'ai eu un coup de cœur, et coup de cœur politique, évidemment. Puis j'ai envie de me joindre à toi. Excellent, mais je vous remercie beaucoup, M. Cloutier. Il reste 3 semaines. Comment vous allez occuper ces 3 semaines-là? C'est plutôt comment je vais réussir à avoir du temps pour ne pas être occupé. C'est ça. Mais ça va être, on continue la tournée partout à travers le Québec, puis à la rencontre des membres, parce que je disais malheureusement, on ne peut plus devenir membre pour prendre sa carte pour voter, parce que les délais sont terminés. Par contre, on doit être membre en règle, donc renouveler sa carte, ça c'est fondamental. Mais à partir de maintenant, je dirais, les membres ont la responsabilité d'identifier qui est le mieux placé pour ramener du monde au pic. C'est ça la question. C'est pas juste qui est le mieux placé pour être chef de l'opposition, c'est qui est capable de ramener du monde dans notre formation politique. Puis les choses vont bien. Excellent. Merci. Mais je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Les amateurs de chasse, de pêche et de piégeage devront assumer des coûts supplémentaires pour pratiquer leur sport favori. En effet, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé tout récemment une hausse des coûts liés à l'obtention des permis. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, a annoncé le 27 mars dernier une modernisation de la tarification pour les permis de chasse, de pêche et de piégeage. Pour le ministre, la modification apportée permettra au gouvernement de faire davantage pour la protection, la mise en valeur et la conservation de la faune, en plus de maintenir l'expertise nécessaire à sa bonne gestion. Le ministre Lessard précise également que la nouvelle tarification devrait générer des revenus supplémentaires de l'ordre de 5 millions de dollars qui seront réinvestis dans le secteur de la faune. Ces sommes permettront, entre autres, de réembaucher 16 agents de la faune occasionnels mis à pied en 2014. Le ministre affirme que les nouveaux revenus assureront le maintien du réinvestissement dans le domaine de la faune, tel que demandé par les associations siégeant à la table nationale de la faune. Pour sa part, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, à l'instar de nombreux intervenants du secteur de la faune, s'est dite ébranlée par les hausses de tarifs annoncées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Alain Poitras, le président de la section Gaspésie et des îles de la Madeleine pour la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, déplore le fait que la hausse excède ce qui aurait pu paraître acceptable aux yeux des amateurs de chasse et de pêche. Non, on n'est pas en accord pantoute avec cette hausse. Je pourrais vous dire qu'on savait qu'il y en aurait une, mais aussi grosse que ça, là, ça n'a vraiment pas de bon sens. C'est rire de nous autres, là, c'est gros en maudit. Mais avant les fêtes, je dirais comme dans l'automne, on avait rencontré le sous-ministre sur ce sujet-là à Québec avec tous les présidents régionaux, comme moi, Paul Saint-Laurent, tout ça. Puis on leur avait fait des propositions. OK? Puis dans les propositions, on savait qu'elle allait monter. Puis regarde, parce que là, le gouvernement avait dit qu'il monterait partout. Dans les hôpitaux, dans ci, dans ça, santé, éducation. On le savait que nous autres, on serait touchés par cette hausse-là. Mais là, on leur avait dit, allez-y pas trop fort. Là, on les avait proposé, genre, comme pour l'orignal, 7 piastres, 6 piastres, 8 piastres dans ces prix-là. Et même chose pour les autres. Puis on se disait qu'il y avait d'autres places qui pourraient peut-être aller chercher l'argent supposément qui lui manquait, là, versus le montant qu'il avait besoin d'avoir pour la hausse. On leur avait proposé d'autres choses. Ben, vous voyez, là, quand ils sont arrivés avec ça officiellement, là, ben, ils ont claqué ça en communiqué de presse, part des médias, puis on n'était même pas au courant qu'il allait monter d'une grosse shot comme ça. Ils nous ont pris vraiment par surprise, puis en tout cas, c'est vraiment pas intelligent qu'est-ce qu'ils ont fait là. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs craint que le niveau d'augmentation de la tarification des permis ait des conséquences négatives sur l'attrait de la relève pour les activités de chasse et de pêche et vienne annuler les efforts de lutte au braconnage qui ont été réalisés depuis de nombreuses années. Regardez, là, on parle de l'orignal qui monte à peu près de 15 piastres de plus. D'autres, on se dit que exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a avec sa femme, ses enfants, qui a la chasse ensemble,
ou un groupe d'amis, ils vont payer. Peut-être bien qu'ils sont peut-être pas capables de tout payer ça. Puis, exemple, la personne qui achetait, mettons, son permis orignal, chevreuil, petit gibier, ours, avec toutes les hausses qu'il y a eu partout, là, peut-être qu'au lieu d'acheter tous les permis, là, il va peut-être bien dire, cette année, moi, c'est pas de moyen, j'irai pas au petit gibier. Ou, permis à l'ours, je suis désolé, j'achète pas ça, parce que si tu fais le total de toutes les hausses, là, ça n'a pas de mot du bon sens, là, c'est haut, là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des impacts. Puis nous autres, on a quand même peur un peu sur le côté braconnage. On travaille assez fort pour pas qu'il n'aille. Il n'y a pas beaucoup de garde-chasse. Fait qu'on a quand même une crainte là que ce qu'on se bat pour ça et que ça peut arriver. Puis, exemple, comme mettons la pêche là, qui part de 20 et qui monte à 29, là, peut-être que la petite pêche là, il y a peut-être bien moins de familles qui vont l'acheter pour tout le flot, pour tous les enfants, puis on ne sait pas ce qui peut arriver. Fait que c'est sûr que ça nous inquiète. Si vous avez des nouvelles, des commentaires, des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G01T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.